chez Tatou Senti. Le parfum, vous aimez? Eh bien, chez Tatou Senti, le premier podcast parfum et olfactif, on ne parle que de ça. Et oui, on sent tout. On sent les matières premières, les parfums avec les parfumeurs créateurs, sans oublier les créateurs de marques de parfums. En un mot, on y parle parfum et tout ce qui s'y rattache. Je suis Bettina Ekroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti pour un moment convivial avec un invité pour parler de ses passions, de son parcours, de son métier et bien sûr, parfum, odeur et souvenirs olfactifs. Poursuivons notre conversation avec Nicolas Cloiseau pour découvrir le thème de Noël et les partenariats de la Maison du Chocolat. Affaire à suivre. Terminons sur Noël. Comment se conçoit à la Maison du Chocolat une collection de Noël et quel est le thème de cette année? Que ce soit Noël ou que ce soit Pâques, je prends comme point de départ toujours des symboles assez forts, puisque la Maison du Chocolat est représentée à la fois aux États-Unis, au Japon, à Hong Kong et donc en France. Et donc d'avoir un symbole fort finalement qui parle à tous les pays et qui parle aussi bien aux petits comme aux grands. Noël, je l'ai travaillé, j'ai eu des thématiques comme ça peut être la boule de Noël, ça peut être l'étoile, ça peut être les rennes. Et donc cette année, j'ai une thématique sur les flocons, donc sur les flocons de neige avec un ours polaire. Donc c'est-à-dire que j'ai repris l'idée d'une boule à neige. Et donc dans cette boule à neige, vous allez retrouver en fait un ours blanc donc, qui est sur la banquise et donc qui est parmi une pluie de flocons de neige. Et vous avez cet ours polaire qui admire un flocon qui parmi les autres est un flocon filant qui lui symbolise la nuit de Noël. C'est une grande boule et des petites boules. Vous avez une grande boule, donc la grande pièce artistique, et vous avez une petite pièce, donc qui est une boule miniature. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver un mendiant, donc qui est composé de fruits secs caramélisés, qui est recouvert d'une succession de flocons. Donc vous allez avoir à la fois des flocons noirs, lait, blanc, ivoire. Vous allez pouvoir déguster différents flocons de chocolat, et au fur et à mesure, vous allez donc déguster ces flocons les uns après les autres. Vous allez terminer donc avec le fond de la pièce qui est donc composé d'un chocolat noir avec des éclats d'amandes caramélisées, donc ça permet de finir sur une note très gourmande. Et alors cette grande boule que j'ai vue, qui est sublime, qui est une œuvre artistique, elle demande combien de temps? Alors des pièces comme Noël, c'est des pièces qui demandent à peu près, on va dire une bonne semaine de travail. Enfin, on va dire pour un chocolatier expérimenté en tout cas. C'est des pièces aussi qui ont, je veux dire, ma signature artistique, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est l'atelier de décor, c'est un atelier que j'ai mis en place. Et quand j'ai passé mon concours de meilleur de France, j'ai mis au point la technique du perçage, c'est-à-dire le fait de percer du chocolat avec une perceuse, et à travers cette perforation, en fait, de faire apparaître en fait des dessins. Et à travers ces perforations, on peut mettre une lumière. Et donc, finalement, à travers cette lumière qui passe sur ces perforations, ça donne un sentiment de transparence et de légèreté au chocolat. C'est vrai que moi, j'ai toujours cette obsession, finalement, d'apporter de la légèreté, de la transparence au chocolat, qui souvent est vu comme quelque chose d'assez lourd, assez massif. Et donc, ce travail de perforation, finalement, après mon concours de meilleur de France, est devenu ma signature artistique. Et donc, à travers toutes ces pièces, en fait, vous allez toujours trouver un travail de perforation. Et donc, cette grande boule, justement, est perforée de 2000 trous. Et ces trous, de la façon qu'ils ont été positionnés, en fait, donnent le sentiment, justement, que cette boule à neige, justement, pivote. Et donc, du coup, sur cette semaine de travail, il y a déjà il y a à peu près 1 jour et demi de travail qui consiste uniquement à faire de la perforation en fait sur cette pièce en chocolat. Qui demande énormément de précision et d'agilité pour faire c'est un travail trou, très fastidieux, oui, c'est ça. Oui. Parmi toutes les innovations, toute cette créativité dont vous nous avez parlé, qui est propre à la Maison du Chocolat, il y a aussi toute une partie où vous créez des partenariats avec d'autres artistes et où, en fait, au sein de la maison, on sent que vous aimez aussi, dans la mise en scène, faire des choses étonnantes, différentes. Et donc, le dernier partenariat a été une malle faite avec Pinel. Est-ce que vous pouvez juste nous en toucher un mot? Alors, c'est vrai que oui, au-delà du travail du goût, en fait, moi, ce qui m'anime aussi, oui, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, oui, de sortir de ce qui nous entoure et aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et au-delà d'aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est même aussi de les faire venir dans notre atelier pour faire des choses qui
parfois peuvent paraître déroutantes, mais c'est vrai qu'on a travaillé il y a quelques années avec Sinan Sijic qui nous a nous a détourné des objets à partir de nos ballotins, parce que nos ballotins sont quand même très iconiques. Donc, il nous avait fait des lampes, il nous avait fait un robot avec nos boîtes en chocolat. Il y a quelques années, on a travaillé avec la maison Châtel aussi, qui nous ont fait les souliers maison du chocolat, finalement. D'accord. Oui, il y a en fait une gaieté dans cette maison et où en fait chacun des gens qui vous entourent, c'est comme si chacun de vous n'avait pas perdu votre âme d'enfant. Donc C'est ça, tout à fait. Oui. Et il faut la garder justement, je pense, pour être dans l'univers dans lequel on est, parce que sinon, autrement, je pense que oui, ça me manquerait certainement de créativité, d'originalité, oui, tout à fait. Et donc on le sent. Et donc la dernière, c'est d'avoir rencontré Fred Pinel, donc maltier. Alors il n'est pas que maltier, parce que c'est vrai qu'il est un petit iconoclaste. Mais donc du coup, ouais, on a travaillé donc avec Fred Pinel sur la malle, on va dire, du parfait dégustateur de chocolat. Alors après, ça reste quelque chose d'exceptionnel. C'était vraiment de se faire plaisir, de se faire un petit délire. Et c'est quelque chose je pense, oui, qui me marquera aussi, parce qu'on a vraiment fait avec la maison Pinel vraiment une malle où on retrouve vraiment tous les codes pour faire une dégustation de chocolat telle qu'il faudrait la faire. Alors, on va dire dans un style très puriste, parce que je dis toujours, en fait, quand je déguste le chocolat, je le déguste toujours de deux façons. Soit de façon, comme on dit, très puriste ou très intellectuelle, où on va se poser la question du début de bouche, du milieu de bouche et du fin de bouche. Et puis, je vais le goûter comme le goûtent la plupart des clients, c'est-à-dire de façon très gourmande, en se disant tout simplement c'est bon ou c'est pas bon. Donc c'est vrai que là, dans cette malle qui a été faite, c'est vraiment, on va dire, c'est la dégustation dans son grand art. Donc vous allez avoir les carafes, vous allez avoir les verres, vous allez avoir les petits carnets, les crayons pour prendre des notes, les couteaux. Vous allez même avoir des masques pour pouvoir faire des dégustations à l'aveugle, finalement, pour voir un petit peu les sensations qui vont se révéler en bouche, finalement, sans voir le chocolat. C'est un exercice qui est très intéressant à faire. Et donc, les personnes, d'ailleurs, qui vont acquérir cette malle auront la chance que j'irai me rendre chez eux, justement, pour faire la première animation, en fait, pour leur montrer un petit peu comment utiliser, en fait, la malle en question. Oui, et ce qui est très joli aussi, c'est d'avoir réuni tous ces savoir-faire et ces grandes maisons françaises, que ça soit au niveau justement de la porcelaine, de la coutellerie et d'autres métiers. Alors oui, voilà, au-delà de la malle en elle-même, on a travaillé avec des très belles maisons sur les verres en baccarat, sur les couteaux, sur les serviettes. Voilà, tout a été pensé dans le moindre détail avec l'idée, oui, de faire rayonner l'artisanat français à travers le monde, à travers cette malle-là. Maintenant, faisons une petite escapade vers une note technique. Qu'est-ce qu'un bon chocolat pour Nicolas Cloizeau? Voilà. Vaste programme. Oui, parce que ça, je pense que tout le monde a son chocolat préféré. Un bon chocolat, c'est mon chocolat préféré. Je dis toujours que c'est un cacao qui s'appelle le porcelana. Donc, le porcelana fait partie de la famille des criollo. Donc, c'est une fève de cacao qui est blanche, qui a la particularité d'être blanche. Et qui, justement, ferait certainement plaisir à Robert, parce que, justement, c'est un chocolat qui, à lui tout seul, est doux, rond, équilibré. Il est juste parfait. Et Vous voulez dire que c'est un chocolat qu'il n'a pas connu? C'est un chocolat récent? On l'utilisait pas. Non, on l'utilisait pas à cette époque-là. Non, on l'a utilisé, mais bien après, oui. Il a la particularité, finalement, oui, d'être juste parfaitement équilibré, alors que c'est le genre de choses qu'on obtient aujourd'hui qu'à travers des assemblages. Que dans les autres provenances, vous avez toujours, ce que je disais, ils ont tous une singularité, alors que la porcelana, en fait, est juste parfaitement équilibrée. Je repose ma question, si ce n'est que je suis ravie de ce que vous m'avez répondu, que c'est peut-être moi qui l'ai mal posé. Qu'est-ce qu'un bon bonbon de chocolat pour vous? C'est un bonbon de chocolat. Mais les deux. Non, mais c'est vrai que souvent, on a souvent un souci quand on parle de chocolat, finalement, si on parle de la tablette à croquer ou si on parle de la ganache. Donc là, on parle de la ganache, c'est ça?
Oui, et puis du bonbon lui-même, du tout, qui n'est pas à la tablette. D'abord, c'est déjà l'aspect, d'avoir avoir un chocolat qui doit être plutôt brillant satiné en tout cas, mais qui doit pas être mat. Quand le croque, il doit casser, puisque normalement ce chocolat doit être utilisé à une température qui fait que justement les cristaux de chocolat sont tous bien stabilisés, et donc c'est ça qui fait que finalement votre chocolat craque quand vous le croquez. Après, d'avoir justement ces sensations, alors je vous dis qui est très intellectuel, d'avoir ces sensations successives, en fait, de se dire finalement, voilà, il se passe finalement peut-être comme dans les parfums, d'avoir ce début de bouche, ce milieu de bouche, ce fin de bouche. Et toujours, voilà, cet équilibre, alors qui, pour moi, voilà, est la signature de goût de la maison du chocolat, mais où, pour moi, le parfum ne vient pas étouffer en fait le chocolat. Ça reste avant tout un chocolat. Donc idéalement, c'est plutôt de démarrer sur une note chocolatée, de démarrer sur une note chocolatée, ensuite d'avoir vraiment le parfum qui s'exprime en milieu de bouche et de refinir en fait sur une note chocolatée. Quand on parle d'un chocolat à 70% de cacao, que contiennent les 30% restants ? C'est du sucre, puisque le chocolat, c'est vraiment un mélange de fèves de cacao broyées, où on va obtenir ce qu'on appelle la liqueur ou la pâte de cacao. Dans cette pâte de cacao, on va rajouter du sucre, et donc le sucre va être variable selon justement ce qu'on veut faire ressortir comme typicité aromatique. Donc si c'est du 100%, il n'y aura pas de sucre. Alors je dis toujours le 100%, c'est le sel du chocolatier. Moi, j'en mets souvent dans mes recettes justement pour apporter ce qu'on appelle de la longueur en bouche. Et donc, sinon après, c'est ce fameux pourcentage en question. Ça va être le sucre. Oui. Alors aujourd'hui, on travaille aussi, moi je vois les recettes que je développe, c'est aussi de jouer sur les sucres, de jouer sur des sucres roux par exemple. Je vois par exemple ce chocolat-là que je sors pour Noël, donc qui est un Madagascar qui a des notes acidulées épicées. Les notes acidulées viennent vraiment des fèves de cacao. Et on a intensifié la note épicée par le fait de travailler plutôt sur un sucre roux et non pas sur un sucre blanc. Vous voulez dire qu'avant, on a toujours plus utilisé... C'était toujours du sucre blanc, en fait. D'accord. Oui. Okay. Donc je pense que là aussi, on commence peut-être à se poser des questions aussi sur finalement d'utiliser d'autres sucres que le sucre blanc. Mais je pense aussi que ça fait partie de ce qui se passe un peu en ce moment aussi, quand je vous parlais de bien-être, de parler de naturalité et de bien-être, et de se dire finalement... il y a des sucres qui sont peut-être plus intéressants que le sucre blanc. Peut-être vous l'avez déjà évoqué. Dans la fabrication du chocolat, quelle est la phase la plus importante ? Moi, j'aurais tendance à dire que toutes les étapes sont importantes, parce que s'il y en a une qui est loupée, ça va poser des préjudices sur les autres. Donc, on a vraiment la première qui est le travail du sourceur, donc l'agronome qui va lui travailler sur la fermentation et le séchage. Donc, selon comment les fèves vont être fermentées et comment elles vont être séchées, ça va avoir une influence sur la transformation de cette fève de cacao-là. Donc, la fermentation va vraiment jouer sur l'acidité et les précurseurs d'arômes du cacao. Donc, c'est quand même une étape qui est quand même très, très importante. Et la deuxième étape, après, c'est vraiment ce travail de torréfaction. Donc là, le torréfacteur, c'est comme le café, de griller juste ce qu'il faut. Donc, selon les provenances, c'est pareil. Vous allez jouer sur la température et sur le temps. Il y en a où vous allez mettre... Selon le taux d'humidité. Alors, ça, c'est le travail du sourceur d'abaisser le taux d'humidité à 6%. Le but, c'est d'être en dessous des 6%. Alors après, il y aura toujours une variabilité qui fait que finalement, elle sera rectifiée au moment de la torréfaction. Donc, la torréfaction, ça va jouer entre 120 et 160 degrés. Et le temps va jouer entre 40 et 1 heure. Ça, c'est des curseurs aussi à faire selon chaque particularité de cacao. Et puis après, la dernière étape, c'est moi, comme je dis, je suis un petit peu plus un artiste peintre finalement qui, je compare des tubes de peinture à mes différents chocolats et donc va créer finalement un tableau à partir de ces différents cacaos en fait. Venons-en au questionnaire perso, parce que j'en connais la réponse, mais néanmoins, est-ce que le chocolat a une influence sur votre morale ? Avec 7 kilos par mois, je pense qu'il doit avoir de l'influence. Y a-t-il des jours où vous en mangez pas ou pas vraiment ? C'est rare quand même, parce que je sais, quand je suis arrivé à la maison chocolat, ça me faisait sourire parce que j'entendais des gens qui disaient qu'ils étaient addicts de ça, que c'était devenu comme une drogue, et ça me faisait sourire. Oui. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, aujourd'hui, je peux pas partir en vacances sans une tablette au minimum de chocolat avec moi en fait, et c'est là où je me rends compte que finalement, oui, c'est devenu une addiction. Est-ce que vous avez un truc anti-stress ? Le chocolat. Le chocolat, là, je pense qu'à part
le chocolat. Et puis, voilà, d'avoir des moments pour me retrouver au fond de mon jardin. Je pense que c'est des moments qui sont très importants aussi pour moi, pour décompresser du quotidien. Quel est votre geste écolo? Mon geste écolo, je pense que comme beaucoup aujourd'hui, je pense que c'est assez basique. Je fais le tri et je prends des douches. Voilà, je pense que c'est la base Tout déjà. à fait. Après, je commence à me mettre au fait de ne plus utiliser du plastique. Oui, à tout va. Voilà, c'est ça. Oui, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, je vais au marché avec Le panier. voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, oui. De ne pas utiliser du plastique jetable, en tout cas en permanence. En tout cas, c'est plutôt du plastique réutilisable. En dehors de cette cabane, est-ce que vous avez d'autres moyens de vous ressourcer? Oh ben, un plateau de fruits de mer au bord de la mer en Bretagne, pour moi, c'est juste l'idéal. Je comprends. Quelles sont les nourritures qui vous alimentent dans la création? Tout à l'heure, quand vous avez parlé, quand vous êtes arrivé à Paris, que vous avez fait tous les musées. Ah. D'abord, est-ce qu'il y en a un qui a retenu votre attention, vers lequel que vous allez voir régulièrement? Est-ce qu'il y a autre chose en dehors de ces rencontres aussi humaines? Enfin, moi, j'ai été marqué par le Muséum d'histoire naturelle, beaucoup les animaux. Oui. Ce qui me nourrit autrement, pour moi, tout est propice. C'est vrai, c'est ce que me dit souvent mon épouse, hein, c'est que quoi qu'on fasse, c'est toujours rattaché en fait à la création. Ça a toujours un rapport avec mon travail au quotidien, en fait. Hein. Et elle, est-ce qu'elle aime Oui, elle aime beaucoup le chocolat. D'ailleurs, elle me reproche souvent de ne pas en apporter suffisamment à la maison. Pour conclure, terminons sur une émotion olfactive. Donc, je vous ai demandé de venir avec un parfum ou plusieurs, ou une odeur que vous aimez, et de nous raconter pourquoi vous l'aimez et quels sont vos souvenirs avec ce parfum ou cette odeur. J'ai celui-ci. Alors, je vais vous laisser le dire parce que je pense que je vais très mal le prononcer. Ah, c'est un parfum de nos amis anglais qui s'appelle Juniper Sling de Penhaligon. Vous savez qui c'est qui l'a créé? Olivier Cresp. Voilà. Mais c'est un parfum que vous portez depuis peu, ou vous le portiez avant de rencontrer Olivier? En fait, non, je ne le portais pas avant de rencontrer Olivier. En fait, c'est nos échanges avec Olivier où finalement, je pense que voilà, Olivier m'a découvert et un jour, finalement, voilà, il m'a glissé ça dans ma veste et il m'a dit, voilà, Nicolas, je pense que c'est un parfum qui te correspond. Voilà. D'accord. Et en fait, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Donc il a vu. Ah oui, je pense qu'il m'a très très bien cerné. Alors c'est vrai qu'après, voilà, c'est un parfum qui est composé aussi d'ingrédients qu'on utilise dans nos métiers aussi. Hein, donc, Oui. puisqu'il est composé de baies de genévrier, de coriandre, de cardamome, de bigarade, de zeste de citron. Voilà, donc il y a la cannelle, il y a la réglisse, il y a le clou de girofle. Donc tout ça, c'est des choses voilà, que moi, j'ai l'habitude aussi d'utiliser dans mon métier de chocolatier. Oui, et donc qui vous parle. Et donc c'est un parfum aussi qui est très, très vif et très frais. Et puis un autre où j'ai eu un coup de cœur très récemment, parce que vous en avez dû entendre parler, c'est ceux-là. Oui. Voilà. Mais alors lequel de chez Accro? Alors voilà. Nicolas étant accro de Monsieur Cresp. Alors moi pour accro, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le Malte. Oui. Malte qui est un cocktail de notes whisky, de rhum, de cuir, d'algues et de patchouli. Voilà. Ah, on retrouve l'algue. Et voilà, oui, donc voilà, c'est quelque chose moi qui me plaît beaucoup. En tout cas, c'est ce mélange parce que c'est vrai que c'est une collection qui est quand même assez. Je parlais tout à l'heure de mes collections qui bousculent certaines personnes. Voilà, ça c'est une collection d'Olivier Cresp aussi qui, je pense, voilà, on a bousculé plus d'un. Absolument, mais effectivement, comme les vôtres, alors elles bousculent tout en étant sur des structures et des choses, c'est péjoratif quand je dis bien faites, mais Il y a des bases qui sont là, oui, tout à fait. Oui. Oui. Donc ça repose sur des structures, bon, je ne sais pas si on peut dire qu'elles sont traditionnelles, mais qui sont là et la créativité vient donner des moments de peps et un feu d'artifice, mais qui repose tout de même sur quelque chose de construit. Mais là, je vous rejoins tout à fait. Hein. De toute façon, je pense que les créations sont pertinentes à partir du moment où les bases sont solides. Ça, c'est juste, ça c'est certain. Alors, ça sera le mot de la fin de Nicolas. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Nicolas de nous avoir fait vivre votre métier de l'intérieur avec tant d'anecdotes autour de la création. Vous nous avez fait autant voyager au cœur des plantations de cacao dans le monde qu'au cœur même du chocolat. Et maintenant, avis aux amateurs de chocolat de les déguster autrement.
Si vous avez aimé, abonnez-vous à Tatou Senti sur iTunes ou SoundCloud et laissez-nous un commentaire ou une note, surtout un 5 étoiles. Tatou Senti adore et cela lui fait du bien.